Bonsoir à toutes et à tous, chères investisseuses, investisseurs CLF, pour ce point de marché hebdomadaire, une semaine qui est un peu plus courte en raison du 11 novembre, donc de l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Donc on va passer tout de suite, on va pas s'attarder sur l'introduction. Donc cette vidéo s'intitule C'est la fête sur les marchés, sauf pour les cryptos. Alors cette semaine, ça a été un festival. Il y a eu un festival d'excellentes nouvelles pour quasiment tous les marchés, à part une classe d'actifs qui a vraiment été délaissée, à savoir les crypto-monnaies, où il y a eu une très très mauvaise nouvelle. Alors, sans tarder, l'actualité. Alors, que du positif. Les Russes, côté conflit russo-ukrainien, les Russes semblent sur le point d'abandonner la ville de Kherson et je crois même qu'au moment où je parle, l'armée ukrainienne est entrée dans la ville de Kherson. De l'autre côté, les Américains ont obtenu ce qu'ils voulaient, affaiblir suffisamment la Russie, puis pousser l'Ukraine à négocier afin de ne pas non plus avoir à trop s'impliquer dans le conflit. Donc là, on semble s'acheminer vers une fin potentielle du conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins d'inflation sur les produits énergétiques et alimentaires, retour de l'appétit pour investir, normalisation des échanges internationaux, alors ça va prendre du temps, hein, et surtout, fin des pénuries en tout genre. Ça, c'est le premier point, une nouvelle très positive, hein, on va le voir, hein, les conséquences, alors beaucoup sur l'euro-dollar également, mais également sur les autres marchés. Deuxième point positif, la politique américaine. La vague rouge républicaine, hein, n'a pas déferlé comme prévu. Alors oui, les républicains ont gagné une des deux chambres, mais apparemment l'autre chambre, je crois que c'est le Sénat, est resté entre les mains des démocrates. Et donc ça constitue un échec pour Donald Trump, un demi-succès pour Joe Biden, hein, qui limite la casse, mais ne remporte pas non plus un franc succès. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le gouvernement américain n'aura pas les coudées franches, que ce soit aider à subventionner les ménages pour gonfler le déficit ou mettre des contraintes fiscales et réglementaires sur les entreprises. Et ça, évidemment, pas de contraintes fiscales, pas de déficit budgétaire, pas de contraintes réglementaires. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. Troisième actualité, politique chinoise. Après avoir consolidé son pouvoir, Xi Jinping est en train de libérer l'économie en levant les restrictions du Covid. Et il mène un soutien à l'économie avec un stimulus monétaire pour permettre à l'économie chinoise de surmonter la crise immobilière. Donc ça, c'est positif aussi pour l'économie chinoise. Et donc, ça, c'est l'atelier du monde. Et donc, par extension, pour le PIB mondial. Actualité macroéconomique, alors c'est ce qui a mis le feu aux poudres, hein, c'était la star de la semaine, c'est l'inflation, hein, le CPI qui ressort moins élevé que prévu aux États-Unis. Le CPI, hein, donc l'inflation glissante, hein, le taux de croissance des prix, hein, donc le taux d'inflation qui était de 8,2% en septembre et qui était attendu à 8% pour octobre, ressort finalement à 7,7%. Donc l'inflation ralentit plus vite que prévu, ce qui laisse entrevoir la fin du resserrement monétaire aux États-Unis. Très bonne nouvelle évidemment sur les marchés obligataires et sur les actions. Et enfin, l'actualité sociale qui a été aussi bonne en France. Les mouvements sociaux ont beaucoup de mal à prendre. On nous a promis des grèves, de tumultes, de blocages, de paralysie du pays. Beaucoup s'attendaient au retour des Gilets jaunes puissance 10, mais rien. Pas grand-chose, hein. Même les syndicats ont du mal à cacher leur déception par rapport au nombre de manifestations et à l'ampleur des grèves. Et d'ailleurs, même évidemment dans les coulisses, hein, au sein du gouvernement, on est agréablement surpris du calme social. Même au gouvernement, aux renseignements généraux, on s'attendait à ce que ça craque dans la rue.
Rien. Rien, c'est très calme. Bon, il y a quelques manifestations, mais très sincèrement, par rapport à ce qu'on s'attendait, hein, on promettait l'automne de tous les dangers, ben, pas grand-chose à signaler. Donc voilà, hein, donc une actualité vraiment positive, hein, évidemment, et c'est ce qui explique le CAC 40, on va le voir, qui cartonne, hein, parce que évidemment, les investisseurs, les traders, les grands patrons, ils se disent, finalement, dans la rue, ça ne bouge pas tant que ça. On a un gouvernement qui est bien en place, qui n'est pas si contesté que ça, hein, puisque même Emmanuel Macron s'est permis de brandir une menace de dissoudre l'Assemblée, et tout le monde est rentré dans les rangs, ce qui laisse entrevoir que si Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, son parti pourrait même gagner des voix. Donc, visiblement, tout se passe bien mieux pour le moment que ce qu'on nous prédisait. Et puis pareil, hein, dans la vie de tous les jours, on voit pour le moment pas des coupures d'électricité, un blackout, etc., hein, que certains nous promettent. Pour le moment, en tout cas, ça roule bien, enfin, l'économie semble bien se tourner. Alors, il y a néanmoins une très, très, très mauvaise nouvelle, un scandale, c'est l'affaire FTX sur les crypto-monnaies. Alors, l'affaire FTX n'en finit pas de jeter un froid polaire sur cette semaine, c'est vraiment la mauvaise nouvelle, hein. Les cadavres commencent à sortir du placard et l'ancien numéro 2 des plateformes de crypto vit des jours sombres. Alors que la lumière au bout du tunnel semblait arriver avec la possibilité d'un accord entre Binance et FTX, cette lueur d'espoir a été de trop courte durée. Trop fragile et trop endettée, la plateforme crypto aurait même utilisé les fonds de ses clients pour sauver Alameda après une série de mauvaises transactions. Donc FTX, hein, très grosse plateforme crypto, aurait utilisé les fonds crypto de ses clients pour aider Alameda à traverser l'hiver crypto. En effet, d'après 2 employés de FTX, la société de Sam Bankman-Fried aurait aidé sa sœur Alameda Research. 4 milliards de dollars en fonds FTX auraient alors été garantis, ainsi que des FTT et des actions de la plateforme Robinhood. Les sources de Reuters, hein, je cite mes sources, confirment qu'une partie de ces fonds venait de dépôts de clients. Donc évidemment, c'est un scandale majeur. Lorsque vous déposez vos fonds sur une plateforme de trading, quelle qu'elle soit, ou même dans une assurance vie ou dans n'importe quoi, ce n'est pas pour que le gérant, le trader, utilise votre argent pour faire des transactions à elle. Il faut bien séparer l'argent des clients avec l'argent, les fonds propres de la banque, de la plateforme de trading, du broker, enfin de qui que ce soit. Et là, ce scandale montre qu'en fait, qu'il y a eu une collusion d'intérêts et a priori, certains clients qui auraient voulu, évidemment, en apprenant ça, retirer leur argent, apparemment, ils ont été bloqués. Donc évidemment, c'est un énorme scandale. Je rappelle que les crypto-monnaies ne sont pas encore régulées, hein. Si certains d'entre vous qui font du conseil en gestion de patrimoine, évidemment, les conseillers en gestion de patrimoine ne peuvent pas, pour le moment, proposer des stratégies en crypto-monnaie. Il n'y a que les plateformes de trading qui le permettent. Et ça, c'est voilà, un exemple d'une plateforme, hein, spécialisée uniquement sur les crypto-monnaies. Donc voilà un petit peu pour l'actualité, hein. Donc dans l'ensemble, très très bonne, sauf vraiment cette nouvelle, vraiment une très très mauvaise nouvelle sur les cryptos, mais a priori, ça ne semble pas faire tache d'huile aux autres classes d'actifs. Alors on va passer maintenant voilà, bah, les nouvelles, hein, les différents marchés, euh, les obligations tout d'abord. Alors évidemment, les taux français refluent. On a même l'apparition, vous voyez, d'une épaule, tête, épaule, hein. Donc on sent que les taux français étaient remontés à 3%, les taux 10 ans français. Là, on est repassé en dessous de 2,5%. Évidemment, les obligations montent, hein. Je vous rappelle que le prix des obligations évolue en sens inverse des taux d'intérêt. Donc les taux rebaissent, hein, les taux français, pas que, les taux américains aussi, qui sont passés de 4,26% à 3,87%. Donc très bonne nouvelle pour les marchés obligataires. Les marchés obligataires ont flambé cette semaine à la faveur d'un reflux des taux d'intérêt.
Sur les spreads de crédit, je vais passer très vite, pas grand-chose à noter, hein. Entre l'Italie, la France, l'Allemagne, ça évolue dans des ranges assez faibles. Sur le Forex, le marché des changes. Alors, grosse nouvelle hein, sur l'euro-dollar. Si les obligations ont eu une semaine faste, l'euro ressort parmi les grands gagnants de la semaine. Regardez l'euro en une semaine, on est passé de 0,97 à plus de 1,03 dollars pour 1 euro. On est à un plus haut depuis plusieurs mois maintenant sur l'euro-dollar. Et là, on voit, hein, on sent que l'euro semble avoir marqué un point bas par rapport au dollar. On a tapé 0,95. Ensuite, on a eu une nouvelle rechute à 0,97. Et là, à chaque fois, on a des points hauts de plus en plus haut depuis le début du mois d'octobre. Hein. Premier point haut ici, là. Deuxième point haut. Troisième point haut. À chaque fois, de plus en plus haut, ce qui tend à marquer un début de renversement de tendance pour l'euro-dollar. Donc, confirmé par l'analyse graphique, l'analyse technique, on voit que on sent, il semble qu'on ait atteint un point bas à 0,95 et que l'euro semble repartir à la hausse. Donc ça, c'est l'analyse technique, confirmée par l'analyse monétaire. A priori, la fin du cycle de hausse des taux aux États-Unis semble approcher, alors que l'Europe a du retard. Alors l'Europe a eu du retard pour monter ses taux par rapport aux États-Unis, ce qui explique en grande partie la chute de l'euro, mais l'Europe va avoir du retard aussi pour baisser ses taux, alors que les États-Unis vont sans doute commencer à baisser leurs taux avant la zone euro. Et c'est ce qui explique pourquoi l'euro remonte fort par rapport au dollar. Sans parler aussi des perspectives de fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et ça, évidemment, ça profite à la monnaie unique. Donc, attention, attention, hein, ceux et celles qui nous prédisent la fin, là, une crise dantesque de l'euro, l'effondrement de l'euro à 50 centimes de dollars pour 1 euro. Bah, en tout cas, l'euro résiste très très bien. Et d'ailleurs, les personnes hein, qui s'amusent à donner des conseils, bah, je les invite un petit peu à mettre en pratique, à passer des ordres sur les marchés, à partager sur les réseaux sociaux leurs performances. Parce que c'est ça qui est bien sur les marchés, c'est que l'on peut mettre en pratique, on peut parier, c'est-à-dire que les conseils que l'on a, les idées que l'on peut avoir, que l'on peut partager, on peut les mettre en pratique, on peut acheter et vendre des produits pour jouer sa stratégie. Et d'ailleurs, moi-même, en toute humilité, je suis short euro. Je perds de l'argent sur l'euro-dollar. J'ai longtemps été gagnant sur l'euro-dollar, mais regardez, hein, j'ai beaucoup de positions perdantes parce que j'avais moi-même, en toute humilité, hein, j'avais parié à la baisse de l'euro contre le dollar. Et c'est ce qui d'ailleurs freine la performance de mon portefeuille. Une partie de mon portefeuille était dédiée au pari de la baisse de l'euro contre le dollar. Alors moi, j'ai pas joué au fou, hein, j'ai pas fait des leviers, j'ai pas fait un levier pour jouer la baisse de l'euro contre le dollar. C'est plus une couverture. Hein, j'ai acheté du dollar contre de l'euro pour couvrir d'autres positions qui sont plutôt des positions acheteuses de matières premières contre le dollar. Voilà. Voilà pour la petite info, mais vous voyez, moi je suis moi-même perdant. Moi-même, je pensais que l'euro, je pensais pas que l'euro s'envolerait à 1,03 aussi rapidement. Autant je ne pensais pas non plus que l'euro s'effondrerait à 60 centimes, 70 centimes, 50 centimes contre le dollar. Mais de là à ce qu'il explose comme ça à la hausse, je ne m'y attendais pas non plus et j'ai quelques petites pertes là-dessus. Alors, pas grand-chose à noter sur l'euro sterling. Hein. Et sur l'euro franc suisse, on a aussi l'euro qui remonte par rapport au franc suisse et qui revient titiller la parité avec le CHF. Voilà un petit peu pour les marchés d'échange. Donc, marché obligataire, excellent. Excellente semaine pour les obligations avec la baisse des taux. Excellente semaine pour l'euro. Et on enchaîne avec les actions où là, ça a été un feu d'artifice. Excellente, hein, très très belle semaine pour le CAC 40, hein, le CAC 40 qui est vraiment
C'est l'indice gagnant, depuis sur les 2 derniers mois, c'est l'indice qui cartonne à la hausse. Regardez ce canal haussier dans lequel le CAC 40 continue sa hausse effrénée. Au moment où je vous parle, on est au-dessus de 6600 points. Alors attention, là, il y a une grosse résistance quand même, mais on a vraiment un très beau rallye, très belle hausse du CAC 40. Et quand on prend un petit peu de hauteur, on voit que le CAC 40 a cassé sa tendance baissière, cette résistance baissière de long terme qui remonte à la fin de l'année 2021. On vient de la casser à la hausse. Alors évidemment, ça s'explique. Remontée de l'euro, donc on a des flux, des capitaux étrangers qui viennent s'investir dans la zone euro et donc en partie sur le CAC 40, baisse des taux d'intérêt qui profitent aux actions et perspective de fin de la guerre en Ukraine qui profite aux actions européennes, dont les actions françaises, et enfin les perspectives de réouverture de la Chine qui favorisent certains secteurs, notamment le secteur du luxe qui pèse énormément sur le CAC 40. Et enfin, les marchés avaient pas mal anticipé à la faveur de beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure, des troubles sociaux en France, des émeutes, gilets jaunes puissance 10. Et puis, a priori, rien de tout cela ne se produit. Et ça rassure les investisseurs, ce qui fait augmenter l'indice phare, le CAC 40. Alors attention, il ne s'agit pas de faire du triomphalisme. Le CAC 40 arrive dans une résistance très forte, située entre 6600 points et 6700 points. C'est la grosse zone rose ici, et c'est la première résistance majeure située au-dessus de la résistance baissière. Donc, que le CAC 40 ait percé cette ligne, cette résistance baissière, notamment à la faveur des chiffres d'inflation qui étaient bien meilleurs que prévu aux États-Unis, soit, c'est un fait, mais maintenant, il faut, pour que ça aille plus loin, ça y est, les chiffres d'inflation sont intégrés, de baisse de l'inflation sont intégrés, donc baisse des taux sont intégrés. Maintenant, il va falloir franchir la résistance majeure des 6600, 6700 points. Si jamais le CAC 40 l'a franchi et consolide au-dessus, attention, s'il l'a franchi puis il rebaisse, ça ne vaut pas, mais s'il la casse et qu'il vienne consolider dessus, ça sera un excellent signe pour le CAC 40. Et aussi pour ma liberté financière au passage, que je vous rappelle que à 6666 points, ça ne s'invente pas, j'ai mon coefficient de liberté financière qui repasse au-dessus de 100%, donc j'aurai réatteint la liberté financière. Donc voilà un petit peu à surveiller donc cette zone des 6600, 6700 points pour le CAC 40. Sur le Dow Jones, la situation est similaire pour l'indice américain qui a comblé une grande partie de son retard sur le CAC 40 grâce aux chiffres de l'inflation qui a permis au Dow Jones d'inverser la vapeur et de sortir de son canal baissier. Ici, le Dow Jones a tenté de sortir de son canal baissier. Là, vous voyez cette petite mèche, il a commencé à rebaisser, même à rebaisser dangereusement pour revenir vers les 33 000 points. Et là, il y a eu la statistique de l'inflation qui a pulvérisé, qui a provoqué une envolée du Dow Jones de 32 400 points à quasiment 34 000 points. Attention, comme pour le CAC 40, on a une énorme résistance à passer, la résistance des 34 400 points, donc c'est ce 1% qui relie 34 000 et 34 400 points pour valider un changement, un renversement de tendance pour le Dow Jones. Alors, pour le Nasdaq, très belle semaine aussi, très bon rebond du Nasdaq, qui néanmoins n'est pas encore sorti de son canal baissier. Et pour cause, on a encore des poids lourds du Nasdaq, comme notamment Facebook Meta, qui enregistrent encore des pertes abyssales depuis le début de l'année. Et donc, le Nasdaq a encore pas mal de chemin à faire pour revenir tutoyer ses records de l'année et même
revenir au niveau de la fin de l'année 2021. Bon, le Nikkei, pas grand-chose à signaler, hein, on fait du yo-yo, hein, du surplace, pas assez ennuyeux, hein. Sur la Chine, très beau rebond sur la bourse chinoise qui s'explique aussi, hein, donc il y a une explication, hein, deux explications, ce sont les perspectives de fin de mesures de confinement à cause du Covid, premièrement. Deuxièmement, c'est les aides que compte apporter le gouvernement chinois à l'économie, notamment aux banques et au secteur immobilier, ce qui explique le rebond entamé depuis le début du mois de novembre sur la bourse chinoise. Alors, à contre-tendance, cette fois, hein, l'Inde n'a pas profité de l'euphorie des places boursières et enregistre une consolidation. L'Afrique du Sud, très forte hausse, hein, la bourse sud-africaine qui cartonne, hein, c'est peut-être la seule bourse qui fait encore mieux que le CAC 40 et que le Dow Jones. Pourquoi? Parce que l'effet de l'euphorie, hein, l'euphorie qui traverse les marchés actions et qui a touché l'Afrique du Sud est amplifié par le fait que l'Afrique du Sud est un gros producteur de métaux. Et comme les métaux ont très bien cartonné cette semaine, ça entraîne une forte hausse de la bourse sud-africaine. Et sur le Brésil, une semaine assez difficile pour la bourse brésilienne, hein, aussi à contre-tendance. On a des doutes, hein, qui commencent à apparaître sur le programme de Lula. Est-ce que Lula va adopter une politique très sociale et donc pas forcément favorable au marché, ou plutôt une politique euh, peut-être un peu plus libérale, en tout cas plus neutre par rapport au marché? Donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur les marchés actions. J'attaque maintenant sur les métaux précieux. Ça a été un feu d'artifice sur les métaux précieux. Les 4 métaux précieux ont explosé. Sur l'or, énorme semaine pour le métal jaune qui résiste d'abord sur le support des 1620 points avant de faire 3 gaps haussiers. Première forte hausse dès le lundi, hein, dès le début de la semaine, suivi d'une nouvelle hausse suite au midterm aux États-Unis, hein. Donc les cambistes se sont dit, ah bah tiens, aux États-Unis, voilà, il n'y aura pas un gouvernement stable, Biden n'aura pas les coups des franches pour faire ce qu'il a envie de faire. Et d'un autre côté, les républicains n'ont pas non plus les coups des franches pour faire ce qu'ils veulent faire. Paf, l'or qui remonte. Et enfin, troisième forte hausse de l'or suite à la publication du chiffre de l'inflation. Évidemment, baisse du dollar, baisse des perspectives de hausse des taux aux États-Unis. Et donc, évidemment, l'or s'est envolé. Il a résisté sur 1120 points. Il a explosé 1650 points, puis 1700 points et se permet même de faire une incursion au-delà des 1750 $ l'once. Sur l'argent, c'est aussi une excellente semaine, hein, de l'argent. L'argent qui bénéficie de la baisse du dollar, qui bénéficie des perspectives d'arrêt des hausses des taux d'intérêt et qui, contrairement à l'or, bénéficie de la reprise post-Covid en Chine. Il ne faut pas oublier que l'argent, en plus d'être un métal précieux, c'est aussi un métal industriel qui est utilisé par les grosses industries. Et le fait que l'économie chinoise pourrait repartir est un excellent signal pour l'argent. Et on le voit, hein, sur le plan graphique, on a l'argent qui a dessiné un W, vous voyez, baisse sur les plus bas, remontée, baisse encore plus forte, c'est comme un W, hein, remontée, baisse un peu moins forte, et là, bam, très forte remontée en direction de la très grosse résistance. Attention, on a une grosse résistance à franchir, hein, ce qui est la zone des 22 $ l'once, hein. C'était un peu qui a servi de support durant la crise du Covid. Si jamais l'argent casse à la hausse les 22 $ l'once, là c'est bouchon de champagne, on pourrait partir très très vite à des niveaux, hein, 24, 25, 27 $ l'once. Ça pourrait aller très très vite, hein. Vous voyez, structure de retournement en cours sur l'argent à confirmer avec le franchissement de la zone des 22 $ l'once. Très très belle semaine du palladium, hein, qui repart après une tendance baissière, qui repart fortement à la hausse avec une hausse de 10% en une semaine. Pourquoi? Parce que le marché essaye d'anticiper
la fin de la guerre en Ukraine et la normalisation des relations internationales. Et ça, évidemment, ça profite au palladium, dont une grande quantité est fabriquée en Russie. Et enfin, le platine, une énorme semaine pour le platine, hein, qui a pris plus de 10%, 15% sur la semaine, qui pulvérise la résistance symbolique et majeure des 1000 $ l'once. Hein. Ça a été une énorme semaine sur les métaux précieux. Alors, je continue sur les matières premières. Les matières premières, semaine assez flat hein, sur le pétrole. Le pétrole d'abord corrige en première partie de semaine avant de rebondir suite aux chiffres d'inflation, évidemment. Si les marchés ne craignent plus une poursuite de la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, qu'il y a une baisse du dollar, alors évidemment, le pétrole libellé en dollars remonte forcément. Pareil pour le gaz naturel hein, qui semble avoir marqué son point bas à 5500 et qui semble repartir à la hausse. Le cuivre, alors le cuivre qui s'envole littéralement, hein, un petit peu comme l'argent, le cuivre est alors c'est pas un métal précieux, mais c'est un métal industriel, et le cuivre profite à fond à la fois de la baisse du dollar, mais aussi des perspectives de redémarrage de la Chine. Pareil pour le nickel, hein, énorme semaine pour le nickel qui aussi rebondit fortement pour les mêmes raisons que pour le cuivre. Alors sur les matières premières alimentaires, c'est un peu plus délicat. Hein, le cuivre qui continue à refluer, hein, le blé qui continue à refluer à la faveur de l'apaisement des relations russo-ukrainiennes. Hein. Le marché peut-être anticipe, entrevoit la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Peut-être qu'il se trompe, mais c'est ce qu'il entrevoit. Pareil pour le maïs, hein, le maïs reflue tranquillement, mais sûrement. Donc en conclusion, des matières premières qui se portent très bien. Alors à part les matières premières alimentaires qui refluent légèrement, alors elles ne s'effondrent pas, mais elles refluent. Sinon, hein, que ce soit les métaux non précieux comme le cuivre ou le nickel ou l'énergie, qui ont eu une très bonne semaine. Et ça, on va le voir, ça peut poser problème pour la suite. Et là, je termine ce point de marché par les cryptos. Et là, évidemment, sur les cryptos, hein, je vous ai dit, hein, suite au scandale FTX, on a le Bitcoin qui, après avoir fait pas grand-chose, s'effondre littéralement. On est passé en quelques heures de 21 000 $ à 15 500 $, hein, une baisse de 30% en quelques heures. Là, le Bitcoin se reprend un petit peu, mais on est quasiment, on revient en dessous de la zone des 18 000 points. La 18 000 points qui était un support semble devenir une résistance. On voit, on a une grosse chute, une rebaisse, on a tapé les 18 000 et là, on redescend. Attention sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, on a eu à peu près le même phénomène. Hein. De toute façon, toutes les cryptos ont été impactées, mais l'Ethereum résiste mieux que le Bitcoin. Alors, c'est pas le même type. Alors, je suis pas un expert en crypto, c'est pas forcément le même type de plateforme, hein, de blockchain. C'est pas la même philosophie, hein, Ethereum et Bitcoin. Et bah, l'Ethereum revient finalement au niveau de son trend de long terme. On était dans un canal, on a tenté de casser le canal, puis il y a eu le scandale FTX, on a remis en question la tentative de cassure à la hausse du canal, on a rebaissé, mais on revient finalement au niveau d'avant. Donc l'Ethereum résiste beaucoup mieux que le Bitcoin, mais attention, il va falloir surveiller les prochains jours sur le développement de ce scandale FTX. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur les marchés, hein, sur les différents marchés. Alors, les conseils, attention, attention sur les conseils, conclusion. Semaine excellente quasiment pour toutes les classes d'actifs. Personne ne s'attendait à un tel rebond. Hein. S'il y a des gens qui s'attendaient à un rebond, j'ai bien envie de les entendre. Aussi bien sur les actions, sur l'euro, je dis bien sur l'euro, parce que hein, si vous allez sur YouTube, hein, l'euro s'effondre, c'est la fin de l'euro, etc., etc. Bah non. Sur les métaux et l'énergie. Moralité, faites attention aux influenceurs qui vous parlent sans cesse d'effondrement, de pénurie cataclysmique, de guerre civile, d'explosion de l'euro, etc., etc. Parce que malheureusement,
En fait, en suivant tous ces influenceurs qui vous broient du noir, etc., en fait, ça vous, ça vous dissuade d'investir. Ça vous dissuade d'investir et malheureusement, c'est dommage. C'est dommage parce que bah, les personnes qui n'investissent pas, bah, quand on voit les rebonds que font l'ensemble des marchés, bah, vaut mieux quand même investir que rester cash et de se faire lentement manger par l'inflation. Alors moi, j'ai bien envie, hein, moi le premier, que les actions s'effondrent et de pouvoir acheter du CAC 40 à 3000 points et du Dow Jones à 15 000 points, moi le premier. Mais voilà, les marchés sont résilients et il ne faut pas sous-estimer la résilience. Alors, justement, toutes les personnes qui vous parlent d'effondrement, de pénurie cataclysmique, hein, je ne parle pas de petites pénuries, mais vraiment de, voilà, de blackout, etc., elles auront sans doute raison. Elles auront sans doute raison. Hein. L'Empire romain s'est effondré, les Mayas, les Aztèques, les Grecs, voilà. On a eu l'Union soviétique, on a eu des empires qui se sont effondrés. Et on aura des effondrements. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais, mais, souvenez-vous de ceci, les systèmes, aussi critiquables qu'ils soient, peuvent rester résilients bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable individuellement. Ça, c'est très important. Je l'ai mise en rouge, cette phrase. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, je répète, les systèmes peuvent rester résilients bien plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable individuellement. On peut critiquer nos dirigeants, enfin, moi le premier. D'ailleurs, je n'hésite pas à critiquer Bruno Le Maire. Hein. Là, je me joins à la meute qui critique. Hein. Effectivement, Bruno Le Maire, on se demande ce qu'il fout comme ministre de l'économie. Lui-même reconnaît que les maths, c'est pas son truc. Mais force est de constater que malgré, entre guillemets, hein, les branquignoles qu'on peut avoir, ben, le système semble tenir. On a de l'électricité, on a du gaz, les voitures roulent, les rues ne sont pas bloquées par des gilets jaunes puissance 10. Le système semble fonctionner. Voilà. Donc ça, attention à l'effet un petit peu miroir hein, lorsqu'il y a une crise, même lorsque une société est en crise, le Covid, il y a eu la crise ukrainienne, on sait que l'Europe souffre, hein, je ne vais pas vous dire que tout va bien, mais entre le moment où vous avez un premier coup de butoir et le moment où ça s'effondre, il peut se passer des décennies. L'Empire romain a commencé à souffrir, il y a eu la peste antonine, il y a eu des problèmes de guerre civile sous l'Empire romain, on a eu un problème d'assimilation des chrétiens et des tribus barbares qui venaient vivre à Rome, qui ne s'assimilaient pas très bien. Tiens, ça vous rappelle quelque chose avec l'immigration en France? Bah, les Romains ont connu ce problème dans les années 200 après Jésus-Christ, à la fin au deuxième siècle après Jésus-Christ. Il a fallu 2 siècles de 200 ans pour que ces problèmes qui ont été mis en avant sous l'Empire romain, notamment aussi les chrétiens, comment assimiler le christianisme qui se développait dans l'Empire romain, bah, il s'est passé 2 siècles entre les problèmes qu'a rencontré Rome et l'effondrement de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ et même au sac de Rome en 400, 406 ou 407 après Jésus-Christ. Donc attention à l'effet loupe, à l'effet microscope. Il y a des problèmes en zone euro, clairement. On a un problème de crédibilité de nos dirigeants, clairement aussi. Mais entre le moment où on commence à avoir des dirigeants pas très crédibles, des problèmes de zone monétaire optimale, notamment en zone euro, et le moment où la monnaie, l'euro, s'effondre, il peut se passer des décennies. À terme, dans des décennies, on sera peut-être mort. Enfin, moi, en tout cas, je serai peut-être plus là. Donc, attention, voilà, à ne pas vous tomber dans des superlatifs, on va dire. Néanmoins, néanmoins, attention aussi à ne pas céder à l'optimisme excessif. 3 choses me gênent dans ce qui s'est passé cette semaine. Hein, donc, ouais, donc, vous voyez, donc je critique les gens qui vous parlent de catastrophe, mais en même temps, bon, je suis un petit peu gêné par la réaction des marchés cette semaine pour 3 raisons. Première raison, l'inflation reflue. C'est ce qui a fait flamber le CAC 40 et le Dow Jones, mais attention, elle reste à 7,7%.
Alors oui, les analystes s'attendaient à 8, l'inflation est ressortie à 7,7%. C'est-à-dire que les prix continuent à augmenter. On n'est pas encore à de l'inflation à 1%, à 2%, on est à 7,7%. Donc on n'est pas du tout en déflation. On a encore des taux d'inflation très élevés. Donc, premier point. Deuxième point qui me gêne, à peine la nouvelle sortie, que les matières premières énergétiques et les métaux se mettent à flamber. Ce qui pourrait en retour alimenter et faire repartir l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire? Les marchés ont rebondi grâce à un chiffre d'inflation meilleur que prévu. Le problème, c'est que non seulement les actions ont rebondi, mais aussi les matières premières énergétiques, le gaz, le pétrole, le cuivre, le nickel, sans compter l'or et l'argent qui sont fortement repartis à la hausse. Mais si ces métaux précieux, ces métaux industriels, ces énergies partent à la hausse, ça va refaire repartir l'inflation. Ça, c'est mathématique. Hein. Et donc, du coup, moi, je suis perplexe. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une mauvaise surprise sur l'inflation dans les prochains mois suite au rebond des matières premières énergétiques et des métaux? Et enfin, troisième point, même si l'inflation s'effondre, les marchés ne s'interrogent absolument pas sur les risques de récession et de revue à la baisse des perspectives des entreprises. C'est bien que l'inflation reflue, mais attention, les taux, les hausses de taux qui ont eu lieu, elles ont déjà eu lieu. Même si on arrête de monter les taux, on a déjà des taux à 4% quasiment aux États-Unis, à 2,80% en France. Et ça, rien qu'avec ce niveau des taux actuels, ça va forcément piquer au niveau de l'économie. Et là, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière. L'austérité, c'est maintenant. Le rebond des marchés ne remet pas en cause un problème de fond qui est que les entreprises doivent affronter des prix de l'énergie qui restent élevés et aussi des taux qui sont loin de s'être effondrés. Donc attention au risque de passage de l'inflation à la récession que les marchés, pour moi, ne price pas encore tout à fait. Donc attention, il ne faut pas non plus se précipiter sur les actions en faisant des leviers, etc. Allez-y mollo. Allez-y mollo. Voilà. Diversifiez-vous, allez-y mollo, mais pas de all-in. Voilà un petit peu les conclusions sur ce point de marché. Alors maintenant, je vais passer sur mon portefeuille. Je fais un focus sur mon portefeuille. Donc là, c'est très très bien. Hein, on a la baisse, hein, vous voyez cette baisse liée au rollover des obligations, bah, elle est entièrement comblée. J'ai un stock, un niveau de plus-value réalisé qui revient à ses plus hauts niveaux depuis le début de l'année. Alors, si maintenant j'intègre les latents, hein, on a un très très bon rebond de ma performance totale, hein, puisque la valorisation totale de mon portefeuille revient à moins 3,3% par rapport au début de l'année. Je ne perds plus que 3,3%. Je suis quasiment revenu au niveau de juillet. Hein, donc j'ai quasiment effacé une grosse partie. Hein. J'étais quasiment en octobre, septembre-octobre, j'étais quasiment à moins 10% de moins-value depuis le début de l'année. Je suis à moins 3%, donc j'ai divisé par 3 mes pertes depuis le début de l'année. Très intéressant aussi, c'est le ratio de latence. Hein. J'ai un stock de plus-value qui repart aussi à la hausse. On est maintenant à 20% on était tombé à 5% à des niveaux très bas. J'avais quasiment plus de réserve de plus-value latente à liquider. Aujourd'hui, j'ai 441,30 € de plus-value latente pour un stock de moins-value latente qui reste conséquent, hein, de 1679 €, mais je commence à avoir un stock de plus-value latente intéressant. Sachant que j'ai une belle réserve de marge aussi disponible, j'ai encore des liquidités que je peux injecter si jamais il y a des opportunités intéressantes sur les marchés. Alors on passe maintenant à l'allocation
au détail, hein. Donc ça y est, hein, sur mon portefeuille obligataire, hein, 245 € de plus-value latente sur le portefeuille obligataire. Une grosse partie va d'ailleurs être rollée, hein, en décembre. Tous les 3 mois, le broker roll les positions, c'est-à-dire qu'une grosse partie de ces plus-values, si on reste en plus-value d'ici la fin du mois de novembre, vont devenir des plus-values réalisées. Donc ça, c'est très très bon pour l'obligataire. J'ai vraiment très très bien absorbé le crack obligataire. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Sur les actions, je reste encore en moins-value, hein, moins 640 € de moins-value. Ce qui est plus embêtant sur les actions, c'est que j'ai une moins-value sur le Dow Jones qui est liée à une position vendeuse. C'est-à-dire que pour hedger, pour protéger mon portefeuille, j'ai vendu à découvert un petit peu de Dow Jones à 30 000 points. Et là, évidemment, le Dow Jones part à la hausse. Et donc, du coup, ce qui explique pourquoi j'ai ces pertes ici. Vous voyez, hein, faire très attention quand vous entendez des gens vous prédire la fin du monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien les voir. Tous ces gens qui vous parlent de la fin de l'euro, de l'explosion de l'euro, de l'effondrement des actions. J'aimerais bien qu'elles montrent, qu'elles affichent un petit peu l'état de leur portefeuille. Je serais assez curieux de voir ce qu'elles font, parce que c'est toujours facile de faire des vidéos et de parler de la fin du monde, de la fin des temps, de tout ça. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font si elles devaient mettre en application leur pari? Ça, je serais curieux. Moi, en tout cas, vous voyez, j'ai vendu, hein, j'ai shorté le Dow Jones et je me prends une paume. Alors, je n'ai pas shorté pour parier, hein, attention, à la baisse sur les marchés, puisque j'ai énormément de positions acheteuses, hein, sur les marchés actions. J'ai voulu me couvrir une partie de mon portefeuille et sur ma couverture, je me prends une sacrée paume. Voilà sur les actions. Alors sur les métaux précieux, évidemment, mes pertes se sont rétrécies, ont beaucoup baissé, hein. J'étais quasiment à 1000 € de moins-value, plus de 1000 € de moins-value latente sur les métaux précieux. Je ne suis plus qu'à 270 € de moins-value sur les métaux précieux et je suis même passé en plus-value sur le platine. Et regardez sur l'or et l'argent, hein, sur l'or, j'ai plus que 100 € de moins-value, hein, j'étais à moins 500 €. Alors sur l'argent, c'est spectaculaire, j'étais à 700 € de moins-value, je ne suis plus qu'à 91 € de moins-value. Sur les matières premières, c'est pareil, hein, mes moins-values sur les matières premières diminuent. Je suis à moins 85 €, je suis quasiment à l'équilibre sur les matières premières. Sur les cryptos, bon là évidemment, hein, le Bitcoin qui s'effondre, évidemment, mes moins-values sur les cryptos continuent à enfler, hein. Je suis à moins 386 € de moins-value sur les cryptos. Sur les dérivés, pas grand-chose, hein, je suis flat. Et sur le Forex, je perds 100 €. J'étais en plus-value, je passe en moins-value. Pourquoi? Parce que j'ai shorté l'euro contre le dollar. J'ai vendu l'euro contre le dollar. Donc, vous voyez, hein, moi aussi, j'étais pas forcément très optimiste sur l'euro, hein, mais au lieu de parier sur l'euro qui perd 50% de sa valeur contre le dollar, j'ai vendu l'euro contre le dollar. Alors, pas pour faire un pari en espérant être riche grâce à la hausse du dollar, mais pour protéger une partie de mon portefeuille, notamment mon portefeuille de métaux précieux et de matières premières qui sont libellés en dollars. Si jamais le dollar montait trop fort, les matières premières risquaient de s'effondrer et je voulais protéger ça en achetant du dollar par rapport à l'euro. Voilà. Et aujourd'hui, je perds de l'argent sur l'euro-dollar, hein. Je perds 40 € alors que j'avais 60-70 € de plus-value. Et là, évidemment, je suis passé en moins-value sur cette position. Voilà un petit peu l'allocation d'actifs en graphique, hein. Donc là, on a un portefeuille assez équilibré. On a une grosse barre rouge, hein, toujours, hein, sur le Dow Jones, parce que j'ai des positions acheteuses sur le Dow Jones et des positions vendeuses sur les Dow Jones. Donc ça s'équilibre. Néanmoins, j'ai une grosse moins-value sur le Dow Jones qui s'explique par mes positions short sur le Dow Jones pour couvrir mon portefeuille. Donc là, c'est une erreur. Si j'avais su que le rebond serait si violent, évidemment, j'aurais pas shorté le Dow Jones au niveau auquel je l'ai shorté. En conclusion, sur ma stratégie personnelle, attention, c'est ma stratégie personnelle, il ne s'agit pas de répliquer bêtement, peu de changements dans mon allocation d'actifs.
une performance en forte hausse puisque je ne perds plus que 3% depuis le début de l'année. Performance à relativiser, hein, je ne suis pas là pour, voilà, pour faire cocorico, hein, quand on voit la très forte hausse des actions. Les performances depuis le début de l'année des actifs sont les suivantes, hein. Le CAC 40 n'est plus qu'à 7% de perte depuis le début de l'année. Le Dow Jones ne perd plus que 7%. Le Nasdaq perd encore 22%. L'or ne perd plus que 11%. L'argent perd plus que 18%. Et les obligations françaises ne perdent plus que 12%. On a une forte remontée de l'ensemble des classes d'actifs. Là où je peux être content, c'est que ma performance reste meilleure que toutes les classes d'actifs. Donc, ce qui explique que j'ai plutôt bien timé mes stratégies de rentrée sur les marchés. Je ne parle pas des cryptos qui sont encore à 70% de baisse depuis le début de l'année. Mon objectif, passer en performance positive depuis le début de l'année avant que les actions n'aient pu recouvrir leurs pertes. Parce qu'il est possible que l'on assiste à un rallye des actions, que le CAC 40 aille carrément à plus de 7000 points, que le Dow Jones aille à 26-27 000 points. C'est possible. On a souvent un rallye de fin d'année. Alors, on pouvait s'attendre à un crack en octobre. Le mois d'octobre a été génial. On peut s'attendre à un rallye de fin d'année et on peut avoir une mauvaise fin d'année sur les actions. Attention, néanmoins, il est possible qu'on ait un rallye de fin d'année. On a des gérants actions. Je rappelle, hein, il y a beaucoup de personnes qui font le marché actions, sont aussi des gérants qui ont intérêt à ce que les actions finissent en hausse pour toucher des bonus. Hein. Je ne vais pas citer de nom, mais on a énormément. Alors, autant on a les catastrophistes qui vous parlent de fin des temps, fin du monde, autant on a des gens que vous pouvez trouver sur certains sites, notamment Boursorama et Ecorama, qui sont comme par hasard gérants actions, soit dans une compagnie d'assurance vie, soit chez un gérant d'actifs. Et donc, souvent, les gérants d'actions, eux, forcément, vont pousser les marchés à la hausse. Ils vont tout faire pour faire monter les marchés. Là encore, il ne faut pas forcément suivre, les entendre, écouter un petit peu ce qu'ils disent. Eux, ils ont intérêt à ce que les marchés actions terminent dans le vert à la fin de l'année parce qu'ils vont toucher des gros bonus. Et quand on parle de bonus des gérants actions, ce n'est pas des bonus à 500 euros. Hein. C'est des bonus à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein, les bonus des gérants actions ou des traders actions. Donc, attention, voilà. Donc, il est possible qu'on ait un rallye quand même à la fin de l'année à la faveur de tous ces gérants actions qui se mettent à acheter des actions comme des bourrins pour tirer le marché à la hausse. Et moi, mon objectif, c'est de passer positif, hein, de passer dans le vert avant que les actions n'aient pu repasser positif. Mais attention, mon objectif aussi, c'est de contenir mes pertes si jamais les marchés devaient replonger. Parce qu'il n'est pas exclu que les marchés replongent s'il y a un mauvais chiffre aux États-Unis, si Poutine pète un câble et décide de partir en avant. On ne sait jamais. Moi, mon objectif, voilà, c'est quand même de suivre la hausse des marchés actions quand ceux-ci montent, mais d'amortir au maximum mes pertes si jamais on a un crack sur les actions. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ce point de marché hebdomadaire. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Voilà, donc 3 parties, hein, d'actualité économique très positive, hein, ce qu'il faut retenir, très positive. On a eu la plus belle semaine de l'année avec énormément de bonnes nouvelles sur les marchés. Première partie, en corollaire, tous les marchés qui s'envolent, qui montent, à part peut-être l'Inde, le Brésil sur les actions et les cryptos qui se sont effondrés. Deuxième point. Troisième point, mon portefeuille qui a eu de très bonnes performances, qui remonte, qui continue à surperformer le marché action depuis le début de l'année et j'espère que ça va continuer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bon long week-end du 11 novembre. Prenez bien soin de vous, de vos proches et j'espère vous retrouver pour un nouveau point de marché dans une semaine sur le week-end du 19 novembre. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut tout le monde.